la contagion par Omicron et les cas contacts n'ont pas creusé trop de trous dans l'assistance. C'est un signe positif. Voilà, l'espoir renaît. On était donc arrivé la dernière fois aux nouveautés qui apparaissent dans la production des plats d'Asie centrale à partir de la conquête sassanide aux environs de 250. On avait vu avant l'héritage hellénistique et le renouveau des contacts avec le monde gréco-romain à l'époque des royaumes indo-parthes. Alors, je fais un petit flashback parce que j'avais, sur le premier cours en fait, j'avais signalé dans une bibliographie évidemment très riche sur la diffusion des motifs hellénistiques à l'Est et notamment des motifs dionysiaques. J'avais signalé plusieurs articles, Kazim Abdoulayev sur les motifs dionysiaques, j'avais projeté la référence, François Barat d'une manière générale sur la diffusion des thèmes hellénistiques, et Martha Carter dans sa très, très riche contribution sur les motifs dionysiaques dans le catalogue Arts of the Hellenized East. Alors, il y a un autre article extrêmement important qui est paru très récemment. Je vais vous en montrer la référence dans le PowerPoint suivant. C'est un article de Henri-Paul Francfort qui est paru dans le Journal des savants, qui est une des publications de l'Académie des inscriptions, 2020, fascicule 1. C'est un article qui fait 100 pages. Donc c'est en fait un livre qui s'intitule « Sur quelques vestiges et indices nouveaux de l'hellénisme dans les arts entre la Bactriane et le Gandhara, 130 avant Jésus-Christ, 100 après Jésus-Christ environ ». C'est-à-dire qu'il commence à la chute, au départ des Grecs de Bactriane, et il arrive, disons, au moment de la constitution de l'Empire couchant. Cet article en fait, discute, se fonde sur beaucoup de choses, plutôt sur des catégories d'objets dont Francfort est très familier, les influences du monde de la steppe, avec notamment le trésor de Tilia Tépé, les palettes du Gandhara, qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, peuvent être en partie considérées comme un produit dérivé des vases d'argent. Mais alors, il commente quand même certains vases de la collection Al-Saba, sur lesquels j'ai eu l'occasion de parler au premier cours, et notamment l'extraordinaire plat où Osmoun Bopéarachi, et je suis tenté d'être d'accord avec lui, a identifié le portrait du roi gréco-bactrien Eutydème, environ 130-195 avant notre ère. Martha Carter pense également qu'il s'agit d'un souverain gréco-bactrien. Elle reproduit l'opinion d'Osmoun sans s'engager tout à fait. Alors, il se trouve qu'Henri-Paul Francfort a une autre opinion, il le date beaucoup plus tard, il le date des environs de notre ère, en se fondant sur un argument précis, enfin deux arguments. C'est que ce type de portrait de trois quarts dans des médaillons, on ne connaît pas vraiment d'exemple. À l'époque hellénistique, ça commence vraiment à apparaître à partir d'Auguste. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il semblerait qu'il y a un autre roi gréco-bactrien qui a été représenté comme ça, mais je n'ai pas pu avoir encore la photo. Et puis, il se fonde sur un détail qui malheureusement n'est pas sur le zoom que je vous montre là, c'est qu'à l'extérieur du plat, il y a un bandeau décoratif en incrustation de verre polychrome qui représente des trèfles, des pirouettes, etc. Et les parallèles pour ce genre de décor, c'est plutôt, effectivement,
plutôt l'époque romaine, aux alentours de notre ère. Donc lui, il pense que c'est un souverain que d'ailleurs il admet que ça a pu être fait en Bactriane. C'est un souverain qu'il n'identifie pas. Il envisage vaguement qu'il s'agirait d'un des premiers souverains couchants, mais ça me paraît complètement impossible, et d'ailleurs il n'insiste pas beaucoup là-dessus. Bon, je continue pour ma part à penser que c'est bien d'époque gréco-bactrienne et que c'est bien Eutydème. Pour une raison sur laquelle que Francfort ne mentionne pas, c'est que regardez la chlamyde militaire, le manteau militaire, avec son attache ici par une fibule et le pli très particulier en V. Ah oui, non, c'est après, excusez-moi. On a exactement le même sur ce médaillon dans un plat qui représente Hélios sous les traits d'Alexandre. J'en ai déjà parlé. Et là, il semble qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est hellénistique. Et surtout, celui-là, on sait qu'il vient de la fameuse cache de Nahrin, alors d'où viennent plusieurs des plus beaux plats de la collection Al-Sabah. Alors, il n'est pas dit que le plat d'Eutydème vient de là, mais il est signalé qu'il était quand même empilé avec d'autres, puisqu'il y a des traces de corrosion qui ont été restaurées, etc. Donc, il vient d'une cache. Bon. Et j'avais donc dit que cet endroit n'est sans doute pas indifférent, parce qu'on est à 120 km au sud d'Aïr Hanoum. Ce n'est pas un site important dans l'Antiquité, donc c'est un endroit où on s'est arrêté pour cacher quelque chose. C'est vraiment sur la route vers le Gandhara. C'est pas non plus très loin de Bactre. Et mon idée, bon, c'est que c'est ce que les numismates appellent un décaissement. C'est-à-dire que c'est l'évacuation d'une partie du trésor royal suite à des circonstances troublées. Et évidemment, on pense à la chute d'Aïr Hanoum vers 145, à la chute de Bactre, éventuellement peut-être vers 130, et on sait que les souverains gréco-bactriens et une partie des colons se sont repliés sur leur conquête indienne. Et par ailleurs, la série de Nahrin, je l'ai dit aussi, dans certains cas, donne vraiment l'impression d'un service. Enfin, il y a certains plats, par exemple dionysiaques, qui visiblement dialoguent ensemble. On a vraiment le sentiment que c'est une vaisselle royale, ou peut-être de temple, ou une vaisselle royale. Donc, ce plat d'Eutydème, ce plat avec ce mystérieux portrait, j'aurais quand même tendance à le mettre là aussi. Alors évidemment, le fait qu'on n'a pas de parallèle pour cette époque du deuxième, autour de moins 200, oui, d'accord, mais on voit maintenant que dans l'art de cour gréco-bactrien, il y a des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Tout simplement parce que c'était parmi les souverains les plus riches de l'Antiquité. Ils avaient accès à de très grosses ressources en or et en argent. Ils avaient les dépouilles de l'Inde. Donc, ils avaient les moyens d'attirer à leur cour les meilleurs artistes. Et ce n'est pas par hasard que les plus belles monnaies, les plus réalistes émises dans le monde hellénistique sont les portraits des rois gréco-bactriens. Voilà, alors, c'était ce que je voulais dire sur l'article de Francfort, qui par ailleurs est vraiment excellent et plein d'informations et d'excellentes idées. Alors, excusez-moi, là je dois faire... oui, excusez-moi. Voilà l'article d'Henri-Paul Francfort. Alors, le plat d'Aulis. Donc, j'ai commencé à en parler la dernière fois. Donc, c'est un plat que
nous avons publié, Ankadan et moi, avec l'autre plat d'idées grasses qu'on va voir aussi. Alors je dis tout de suite donc que le plat d'Aulis, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est une situation très particulière parce que ce n'est pas une fabrication ni iranienne ni centra-asiatique, c'est une fabrication romaine du 1er siècle avant notre ère, mais il se trouve qu'il a terminé sa carrière dans un temple en Bactriane au IIIe siècle, et qu'il faut donc s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'une œuvre aussi exceptionnelle a fini par aboutir là, parce que ça compte aussi dans les influences qui se sont exercées sur l'épanouissement de l'argenterie bactrienne à partir du IIIe, IVe siècle de notre ère. Alors j'ai dit aussi que donc, ce plat a une histoire assez mystérieuse. Il est dit avoir été dans des collections allemandes à partir des années 50. C'est peut-être à prendre avec des précautions, c'est peut-être de la désinformation pour éviter les problèmes juridiques. En tout cas, tel qu'il est, il est apparu en Suisse aux environs de 2000. Anka et moi ne l'avons jamais eu en main. Et entre-temps, alors aux dernières nouvelles, oui, il est acquis dans la collection Wyvern qui est en Suisse. Bon, c'est évident qu'il a été trouvé en Afghanistan parce que l'inscription dédicatoire, qu'on va voir tout à l'heure, l'indique très clairement. Elle est en bactrien. Alors, c'est donc... c'est très probable, c'est une œuvre romaine, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le catalogue Wyvern, il la date assez tard, début IIIe siècle de notre ère. Nous pensons que c'est beaucoup plus tôt que ça. C'est du milieu 1er siècle avant Jésus-Christ, la fin de la République romaine, et qu'il a été fabriqué sans doute en Italie centrale. Alors, là, bon, je vous dis tout de suite, c'est une scène de la guerre de Troie. C'est l'embarquement des Achéens pour Troie à partir du port d'Aulis en Eubée et le sacrifice d'Iphigénie, qui est représenté d'une manière assez allusive. C'est une œuvre très, disons, c'est une œuvre à clé. Bon. Alors, il se trouve que la composition d'ensemble n'a pas de parallèles connus. On trouve... les parallèles sont dans les textes. Les parallèles, c'est dans Homère et dans Euripide, Iphigénie à Aulis et Iphigénie en Tauride, mais on n'a pas de parallèle à cette composition. Ce qui ressemble le plus, c'est le plat qu'on appelle le plat des Scipions, le bouclier de Scipion, qui représente la colère d'Achille, qui est furieux parce que Agamemnon, ils sont prêts à en venir aux mains, Agamemnon lui vole sa concubine, l'esclave Briséis, les armes ici. Bon. Mais cette œuvre, le bouclier de Scipion, on le sait maintenant, c'est une œuvre byzantine. C'est du 4e, 5e siècle de notre ère. Alors on n'a que des analogies de détail avec le plat d'Aulis. Alors, ce plat donc représente le débat des Achéens à Aulis au moment d'embarquer pour la guerre de Troie. Ils veulent embarquer, mais les vents ne soufflent pas, l'armée est bloquée, et l'oracle leur demande de sacrifier une jeune fille. Et Agamemnon, qui est ici assis, sacrifie sa propre fille, Iphigénie. Alors, Iphigénie, en fait, tout le monde savait ce que ça représentait, bien entendu. Mais alors, par coquetterie, l'artiste ne l'a pas montré. Ou plutôt, il l'a montré de manière allusive. Elle est ici comme une petite statue sur une colonne, et en fait, c'est une anticipation. Elle est montrée en train de sacrifier parce que Artémis va la transformer en vache ou en biche au moment du sacrifice, va la sauver,
et elle va la transporter en Crimée, en Tauride, où elle va devenir prêtresse du culte d'Artémis, et en même temps, d'une certaine manière, s'assimiler à Artémis. Donc c'est ce qui est montré par anticipation. C'est que le sacrifice dont tous les éléments sont prêts ici, le vase, le bœuf, la dépouille du mouton, finalement n'aura pas lieu, et Artémis, Iphigénie, va survivre en Tauride. Et celui qui la montre du doigt, c'est Ménélas, le frère d'Agamemnon. Bien. Alors, on a ici, on reconnaît d'autres personnages, alors notamment Achille, qui est jeune, qui a un peu les traits d'Alexandre. Ça, c'est habituel à cette époque. Qui dégaine son épée parce qu'il est le fiancé d'Iphigénie et il n'accepte pas qu'on ait sacrifié sa fiancée. Donc, c'est la première des multiples colères d'Achille. Donc, il dégaine son épée contre Agamemnon et en même temps, il contemple la scène. Alors, on a un personnage, après on a des Grecs ici, alors on voit qu'il y a un personnage qui a un bonnet, c'est lui, alors c'est certainement Ulysse. Il y a un vieillard qui est soit le prêtre Calcas, qui a présidé à la cérémonie, soit Nestor, le plus âgé, le sage des Grecs, et puis deux guerriers, probablement anonymes, qui représentent l'armée des Grecs. Bien. Alors, il y a une allusion, beaucoup de choses sont allusives ici. Il y a une allusion discrète à l'oracle qui s'est produit à Aulis. Un serpent s'est enroulé autour de l'arbre sacré de la déesse, a mangé au nid 8 petits oiseaux, et puis finalement la mère. Et Calcas, qui est peut-être ici, le devin, a prévu que ça montre que la guerre va durer 9 ans. Bien. Alors, c'est allusif, l'arbre est ici, on ne voit pas le serpent dessus, mais le serpent, ils l'ont mis sous la forme du décor de la colonne torsadée. Voilà, c'est un signe. Et on voit que c'était un procédé qui était utilisé par ailleurs, car voici ici une peinture de la villa de Boscoréal, près de Pompéi, ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous avez la statue d'Iphigénie sacrifiante. Ici, elle n'est pas sur une colonne, les colonnes sont là. Et les colonnes, comme vous voyez, sont entourées d'un rinceau qui s'enroule. C'est-à-dire que là aussi, c'est une allusion littéraire à l'oracle du serpent. En même temps, ça donne un excellent parallèle qui permet de penser qu'effectivement ce plat est de la même époque, environ du 1er siècle avant notre ère. Alors il y a d'autres indices. Le type du temple ici est beaucoup plus romain que grec. Bien. Et l'autel a une forme très curieuse parce qu'il est surmonté, et c'est très inhabituel, il est surmonté par un four. Et ce type d'autel est rare, mais il est typique de l'Italie, justement vers cette époque, vers 50 avant Jésus-Christ. En voilà un au musée archéologique de Naples. Vous voyez, le feu à l'intérieur de l'autel, on a fait un four fermé, comme un four à pizza, pour que la viande du sacrifice cuise plus efficacement. Et ça, c'est quelque chose de rare et de très précis. Alors, maintenant, bon, évidemment, un tel objet a été exécuté par un grand artiste sur l'ordre d'un commanditaire riche et prestigieux. Ça fait aucun doute. Là, il faut chercher du côté des sommets de la société romaine de cette époque. Alors, Ankadhan a pensé à de bons arguments pour proposer un candidat ou des candidats. Il considère que c'est une œuvre à clé qui, en fait, sous couvert de montrer la guerre de Troie,
célèbre un conquérant romain de l'Asie mineure. Or, parmi les premiers conquérants romains de l'Anatolie, s'est trouvé Lucullus, surtout célèbre par ses banquets, mais par ailleurs un grand général, un homme politique, alors il y avait deux frères Lucullus, en fait, l'un était resté faire de la politique à Rome, et donc il y avait son frère qui était général en chef des armées contre Mithridate, le roi du Pont. Et tout ça se passe aux environs de 60 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'elle pense à Lucullus? La date, et également le fait que des poèmes composés par un poète grec, notamment un poète grec en Anatolie, Archias, au moment de cette campagne, comparait Lucullus et son frère à Agamemnon et Ménélas. Par ailleurs, Lucullus, Lucius Lucullus, le général, se prétendait protégé par Artémis dans ses campagnes contre Mithridate, de la même manière que l'armée achéenne avait été protégée par Artémis dans la guerre de Troie. Il a vu Artémis en songe, et à ce moment-là, il y a des allusions dans diverses œuvres littéraires, Artémis lui promettait la victoire contre Mithridate. Donc on serait dans ce cercle-là. Alors il se trouve qu'il y a des personnages très proches des frères Lucullus qui sont les Catons. Caton d'Utique, qui va être plus tard un des grands adversaires de César. On est dans le milieu, disons, qui soutient déjà Pompée et qui va finir par s'opposer à César et qui va finir par être écrasé sur le champ de bataille de Pharsale. Bien. Il se trouve que Caton a des liens étroits avec les Luculli. Il est le tuteur d'un fils Lucullus, etc. Donc ça pourrait être, ça nous donne une idée du cercle. À qui aurait pu être destiné le plat? Alors, a priori aux commanditaires, mais souvent ce genre d'œuvre finissait en cadeau. Alors, soit dédié dans un temple, et on va penser évidemment à un temple d'Artémis, puisque, éventuellement comme action de grâce, puisqu'Artémis a permis la victoire de Lucullus. Ou alors comme cadeau à un monarque allié, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les monarques clients de Rome, avant qu'ils n'étaient pas encore annexés, notamment en Anatolie, et qui se sont mis du côté de Rome dans la guerre contre Mithridate. Alors, j'ai dans l'article en note, dans l'article que nous avons donc fait ensemble, Anka et moi, j'ai hasardé un scénario. C'est que il se trouve que en Cappadoce, dans le royaume de Cappadoce, qui était allié à Lucullus, il y avait une grande cité sacerdotale qui s'appelait Comana, et cette cité était célèbre par ses temples jumeaux à Artémis et à Iphigénie. Et par ailleurs, il y a des liens directs entre Comana et tous ces gens-là, puisque le fils Caton a fini par s'exiler à en Cappadoce, en fait, dans le royaume de Cappadoce, et puis où il a mené une vie une vie fort joyeuse, et puis il s'est un peu réhabilité à la fin, puisqu'il est revenu avec les anciens partisans de son père, et il est mort sur le champ de bataille de Pharsale. Donc là, il y aurait des liens personnels. Et cette affaire de Comana permettrait de tirer une ligne entre le sujet du plat, la commande probable par Lucullus ou Caton, d'une part, et d'autre part, les informations qu'on peut déduire de l'inscription dédicatoire. Alors, l'inscription dédicatoire, pas du commanditaire, de celui qui avait récupéré le plat 3 siècles plus tard, en Bactriane. Et cette inscription, donc, la voici. Je n'ai pas transcrit le texte bactrien, c'est dans l'article avec Anka. Ce plat a été acheté, alors c'est rideau qui peut vouloir dire
qui n'implique pas forcément un achat financier, c'est une acquisition. C'est important, ça pourrait être du butin. Ce plat a été acquis pour le dieu Mana par le satrape Sengoul, fils de Frigul. Et en sus du profit de l'année 43, issu des vignes et des villages, c'est le revenu du dieu Mana. C'est-à-dire que probablement ce personnage, ce satrape, a doté ce temple de ce dieu Mana avec des propriétés agricoles, et en plus, il a ajouté au trésor du temple cet objet exceptionnel. Alors, ce plat, c'est un apax, le mot n'est pas connu par ailleurs, mais en bactrien, c'est pahang, plat que Sims Williams, qui a déchiffré l'inscription, fait venir de l'ancien iranien pathanaka, qui veut dire large. Ça désigne un plat qui est plat. Voilà. Alors, que dire de cette inscription ? Le propriétaire et son fils ont des noms typiquement bactriens. Ils n'ont pas des noms perses, ils ont des noms bactriens. Le titre satrape lui est donné sous une forme bactrienne, Shahrob, qui devait se prononcer Shahrob, alors que la forme Pélévi devait se prononcer Chassab. Mais ce titre de satrape n'est pas attesté en bactriane entre l'époque achéménide et l'époque de la conquête d'Alexandre, disons, et l'époque sassanide. Il se pourrait qu'en fait il ait été réintroduit à l'époque sassanide, parce qu'on ne le trouve absolument pas dans les inscriptions kushanes. On a quand même un certain nombre de titres, sauf on le trouve dans un contexte indo-parthe. Bon, mais là c'est normal, ce sont des gens qui sont en prolongement, disons, de l'administration achéménide. Donc, il aurait pu être introduit à l'époque de la conquête sassanide pour désigner un gouverneur local, quelque chose comme ça. Donc, c'est sans doute la fonction qu'a Sengoul. Alors, pourquoi je dis l'époque de la conquête sassanide ? Année 43, ça fait certainement référence à l'ère qui est employée à partir du IIIe siècle, qu'on appelle l'ère bactrienne, sur laquelle il y a une hésitation sur la date où elle a commencé. Certains, Sims Williams pense 223, ça correspondrait, en fait, ce serait une ère sassanide, ça correspondrait à l'avènement d'Ardashir Ier. Étienne de la Vessière et moi, on est plutôt pour 227, c'est-à-dire 100 ans après l'ère Kushane. Bon, c'est un détail, ça ne fait que 4 ans de différence. Donc, selon qu'on adopte l'une ou l'autre date, le plat a été dédié en 265 ou 269. Alors la date doit attirer notre attention. On est semble-t-il, enfin, du moins, dans la chronologie que je favorise, on est dans une période postérieure à la conquête sassanide des territoires couchants, mais antérieure à l'établissement de la vice-royauté dite kushano-sassanide, dont j'ai été amené à vous parler, qui commencerait vers les années 280. Donc on serait dans une période, disons, d'administration militaire peut-être directe par les Sassanides de ces territoires couchants, ce qui irait bien en fait avec le titre de satrape. Bien. 260 ou 269. Comment ce plat a pu arriver dans les années précédant cette date on sait que Sengoul est probablement le premier propriétaire en bactriane parce qu'il y a une autre inscription où simplement il y a son nom. Donc probablement, ça a commencé avec lui. 265-269, comment un objet pareil, qui de toute façon était exceptionnel dans le monde romain, a pu bien se retrouver entre les mains d'un assez obscur satrape en bactriane. Avant de discuter ce mystère, la dédicace, le dieu Mana. Alors, c'est le dieu qui est connu sur les monnaies kushanes comme Mana Vag, le dieu Mana, en écran bactrien Mana Obago. Alors, c'est un dieu dont on cerne difficilement les fonctions. Probablement, c'est contesté, mais probablement
il vient de la divinité du dieu avestique Vohumana, bonne pensée, qui est un dieu vraiment vers les sommets du panthéon zoroastrien. Mais comme vous voyez ici, on en a fait un dieu syncrétique, puisqu'il a des caractères vishnouites, la charrue, l'arère, le chakra, c'est-à-dire la roue solaire, ça vient de Vishnu. Il a un casque militaire. Il tient à la fois un diadème ouvert et fermé, donc il semblerait qu'il préside d'une certaine manière à l'investiture royale. Et puis pour corser le tout, il a un croissant lunaire. Alors ça permet peut-être un peu de raccrocher. Il y a deux choses qui permettent de raccrocher à la divinité iranienne. C'est le croissant lunaire, parce que Vohumana a un lien avec la lune. Il a un lien avec le bœuf et il a un lien avec la lune. Non, le bœuf et la lune, ça va ensemble à cause de la forme des cornes du bœuf. Donc, un lien avec le bœuf, donc l'agriculture, l'arère ici tiré par des bœufs, la lune, donc ça irait chercher un peu du côté de la divinité avestique, mais on ne comprend pas très bien ce que viennent faire les allusions à Vishnu et le casque, qui indique, semble-t-il, une fonction militaire. Alors, c'est un des seuls dieux couchants qui est assis sur un trône. Or, là aussi, ça permet peut-être de raccrocher quelque chose. Dans les récits sur l'arrivée de l'âme au paradis, il est dit que l'âme est accueillie au paradis par Vohumana qui se lève de son trône d'or. Donc, ça doit être Vohumana. Ça ne nous mène pas très loin, parce que on ne voit ce temple de Vohumana, on ne sait pas du tout où il était, on ne sait évidemment pas où le plat a été trouvé. Alors, les grands temples couchants connus, Surkotal et Rabatak, ça n'a pas l'air d'être ça, parce qu'à Rabatak, on a une liste de divinités, il n'est pas là-dedans. Et sur Kotal, on tend quand même plutôt maintenant à l'associer d'une part à la victoire et d'autre part à, disons, une iconographie de type shivaïte, ce qui irait plutôt tirer du côté du dieu Wesh, voilà, Vayu, Shiva. Donc, Vohumana, on ne sait pas ce qu'il vient faire là-dedans. C'est un temple qui doit être ailleurs et qu'on n'a pas trouvé. Bien. Alors, comment ce plat a pu aboutir dans ces circonstances? Alors, on pense le commerce. Le commerce, ça paraît quand même peu probable pour un objet aussi ancien, 3 siècles avant la dédicace, et aussi exceptionnel. Alors, on va dire cadeau diplomatique. Mais cadeau de qui à qui? Ce n'est pas un cadeau des Sassanides, c'est pas un cadeau de Rome aux Sassanides. C'est pas possible à cette époque où ils sont en période d'affrontement maximal. Alors, on pourrait penser à du butin. Alors, il se trouve que la deuxième et la troisième grande campagne du roi sassanide Shapur Ier contre les territoires romains s'est située entre 253 et 260. C'est-à-dire quelques années avant le moment où le satrape Sengoul a dédié ce plat dans un temple. Cette campagne a été extraordinairement dévastatrice. Antioche a été pillée 2 fois. Et par ailleurs, on sait que, c'est avéré en tout cas pour les époques ultérieures, que systématiquement, les Sassanides emmenaient dans leurs campagnes lointaines des représentants des élites des pays qui venaient de conquérir. C'était une façon de pacifier simultanément 2 territoires. On enlevait les élites militaires qui auraient pu fomenter des rébellions sur l'arrière, et en même temps, on utilisait leur capacité militaire dans des campagnes. Alors, on sait très bien que, au IVe siècle, par exemple, c'est avéré, Shapur II, dans sa campagne contre Rome, amène avec lui des gens des territoires couchants. Bon.
un peu plus tard, Kawad aura des contingents heftalites qui iront combattre du côté de la Turquie actuelle. Bien. Donc, il n'y a pas de... comme Shapur Ier a probablement assujetti les territoires couchants vers 250, ce serait tout à fait logique qu'il ait emmené des membres de l'élite militaire partagés pour les calmer en leur donnant une part du profit des grandes campagnes à l'ouest. C'est exactement ce que feront les tsars. L'Asie centrale a été en partie conquise avec des officiers polonais qui étaient insubordonnés en Pologne et qui, arrivés en Asie centrale, sont devenus de très grands fidèles de la chrétienté et du tsar. Bon. Ils ont beaucoup fait ça, les tsars ont beaucoup fait ça avec les Caucasiens. Il y a un rapprochement à travers les siècles que je cite assez souvent parce qu'il est quand même saisissant. À la fin de l'Empire sassanide, sous Khosrow II, dans la dernière campagne à l'est contre la Bactriane, contre Bactre, est commandée par un général, un prince géorgien qui s'appelle Sempat Bagratuni. Bon. À Borodino, qui commande la cavalerie d'Alexandre II contre Napoléon? Bagration. C'est la même famille. C'est la même famille, c'est les mêmes procédés. Bien. Alors, il se trouve que dans la troisième campagne de Shapur, je m'excuse, c'est assez petit sur l'écran. Bon, vous voyez, il est parti donc comme d'habitude de Séleucique-Ctésiphon. Et puis là, la première campagne, c'était des raids rapides et brutaux. Et là, ils se remplissent les poches systématiquement. Ça, c'est la liste des villes prises et pillées dans la troisième campagne de Shapur, d'après sa grande inscription dite de la Kaaba de Zoroastre. Alors, toutes les villes de la côte y sont passées. Et puis, ils ont fait des incursions plus au nord, Césarée, Sébastia, c'est-à-dire Sivas aujourd'hui en Turquie. Et voilà une ville qui apparaît là, qui n'est pas du tout sur la route de l'invasion. Visiblement, c'est un écart. C'est Comana, la ville avec ses temples d'Artémis et d'Iphigénie. Alors, je ne pourrais jamais le prouver, évidemment, mais je suis très tenté de penser que ce qui a amené l'armée de Shapur à Comana, c'est les richesses des temples. Et que dans les richesses du temple, il y avait ce plat, qui à ce moment-là serait tombé dans le butin du satrape Sengoul, qui faisait partie de l'armée. C'était sa part de butin. Et puis, quelques années plus tard, il en fait don au temple de Vohumana, de Mana, en Bactriane. Alors, ce qui nous échappe complètement, là, c'est la continuité sémantique. Parce que on a cherché avec Anka, quel sens cette scène, cette iconographie aurait pu avoir pour un Bactrien au service des Sassanides. La célébration de la guerre de Troie, c'est plutôt quelque chose c'est un souvenir plutôt que les Romains entretenaient contre les Iraniens, puisque les Troyens, c'était les précurseurs des Iraniens. Voilà. Alors, a priori, on peut se dire que c'est uniquement la valeur de l'objet qui lui a valu d'être déposé dans ce temple. Et puis, comme je l'ai dit mes cours de l'année dernière, la valeur de l'objet, c'est le poids en argent. La valeur artistique, le travail de l'artiste, c'est un plus, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui fait, c'est le poids en argent qui compte avant tout. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce plat. Alors, donc cette époque voit par les pillages dont il semble qu'on est là le témoignage unique, une réactivation
de l'importation d'œuvres de prestige romaines en Bactriane. Mais il y a aussi, on voit à la même époque une production locale qui redevient extrêmement féconde et diverse, alors que, comme je l'ai signalé, on trouvait rien pour l'époque Kouchane, absolument rien. Sous les Indo-Parthes, il y a des imitations d'œuvres gréco-romaines, mais rien en Bactriane à l'époque Kouchane. Et soudainement, justement à partir de cette deuxième moitié du IIIe siècle, on voit on saisit un très grand dynamisme dans cette catégorie artistique. Alors, techniquement, jusqu'au IVe siècle, ces productions bactrianes continuent se greffent en fait sur ce qu'on a pu appeler l'école sassanide naturaliste. C'est le début des plats sassanides, c'est encore proche des modèles gréco-romains. Ils utilisent des pièces insérées qui plus tard ne vont pas se maintenir dans toutes les écoles d'argenterie, et un style de drapé ondoyant qui va après disparaître de la production centrale sassanide, mais qu'on va retrouver dans des productions dans une autre école officielle d'art sassanide, probablement basée à Merv. J'en ai déjà parlé, je vais être amené à en reparler. Alors, pour les créations de cette époque de la conquête sassanide, je montre très rapidement des plats sur lesquels je vais maintenant m'arrêter. Celui-ci, que Anka et moi avons appelé le plat aux grâces, et qui lui donc est, contrairement à ce qu'un premier coup d'œil pourrait permettre de penser, est une production locale, probablement de la fin du IIIe siècle. Ce plat, qui est probablement aussi de la fin du IIIe siècle, et qui est vraiment, lui, bien dans l'école naturaliste sassanide, c'est ce que j'appelle le plat d'Hormis d'Ardachir, parce que c'est celui qui l'a commandé. On ne sait pas quelle fonction il exerçait, mais il a inscrit son nom. Dans le même répertoire de chasse, un plat dont je vais être amené à parler parce qu'il pose un problème. Il est fabriqué à l'Est, certainement. Peut-être peut-être c'est l'école de Merv, probablement même. Mais il y a discussion pour savoir si ça représente le roi sassanide Shapur II ou un souverain local, voilà, de Kouchano-Sassanide. Et puis enfin, on va parler aussi de ce plat qui est probablement l'un des seuls plats où on peut à peu près, à coup sûr, reconnaître un roi Kouchano-Sassanide dans une scène d'investiture et de banquet. Alors c'est un répertoire intéressant parce que c'est à la fois du sassanide très officiel et de l'anecdotique comme on va en trouver de plus en plus dans cette production de l'Est. Alors, commençons par le plat aux grâces. Alors là aussi, une histoire très nébuleuse. Bon. C'est sûr qu'il a été acquis dans les années 50. Là, c'est une information assez fiable, pas comme pour le plat d'Aulis, dont on nous dit aussi qu'il aurait été acquis dans les années 50. Bien entendu, alors là, c'est sûr, il a été acquis en Afghanistan par un homme d'affaires grec, M. Paléologou, qui faisait affaire à Karachi. On a même le nom de l'antiquaire chez qui il l'avait acheté. J'ai essayé de faire une enquête auprès de gens qui avaient vécu à Kaboul à cette époque. Il s'agit en fait d'Orlando Shinasi et de May Shinasi, sa femme, qui est par ailleurs, elle, une éminente historienne de l'Afghanistan. Orlando Shinasi a une galerie d'art. Il était à Kaboul dans les années 50. Il n'a jamais entendu parler ni de M. Paléologou, ni et connaissait, semble-t-il, pas non plus du marchand. Enfin, voilà, c'est ce qu'on nous dit.
Et puis, donc, ce plat s'est retrouvé à Athènes, où pendant 40 ou 50 ans, il était sur la cheminée de la famille Paléologou. Personne en Grèce ne pouvait dire vraiment ce que c'était. On le sait parce qu'on a des photos du salon de la famille Paléologou avec cet objet sur le buffet. Il n'y avait aucune étude scientifique n'a été menée. De toute façon, je pense qu'à cette époque, on n'avait pas les moyens on n'avait pas les connaissances qui permettaient de la faire. Puis, il y a quelques années, Anka et moi apprenons qu'il a été acquis par une galerie londonienne, dont là on a pu y aller, on a pu le tenir en main, on a eu toutes les autorisations nécessaires, nous l'avons publié. Alors depuis, on dit qu'il a été vendu à l'émir du Koweït. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors la conservation de cet objet est absolument remarquable. Il y a vraiment une usure, mais très superficielle. Ce qui est certain, c'est que l'usure a fait disparaître toute trace de dorure. Or, la dorure, c'est évident qu'elle était là, parce que le geste, par exemple, de l'arrange de la fille qui arrange son voile, ici, ne peut se comprendre que si le voile était indiqué à la dorure. Donc c'est une dorure partielle. De toute façon, tous ces plats avaient à l'origine des dorures partielles. Alors, ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'aucune pièce insérée ne manque, alors que d'habitude, il y en a toujours qui ont sauté. Seul petit accident, vous voyez, un coup de pioche sur le côté ou de pelle au moment où le plat a été trouvé. Alors, pour être conservé comme ça, il a été trouvé dans une tombe ou dans une cache. Ce n'est pas un objet qui s'est retrouvé à l'air libre. Alors, il est d'une certaine façon, il pose un problème, beaucoup plus de problèmes artistiques que le précédent, le plat d'Aulis, parce que pour le plat d'Aulis, on voit très bien, on est en terrain très sûr. Œuvre romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, on est dans ce répertoire. Ici, il y a une contradiction très gênante entre le caractère purement grec de l'iconographie. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus grec dans tout ce qu'on a de sassanide. Bien. Et puis, certains détails d'exécution et de style qui rappellent à la fois le Gandhara et surtout l'argenterie sassanide ancienne. Alors, du point de vue technique, c'est une coque simple. De toute façon, aucun plat sassanide authentique n'a une coque double, sauf... il y en a deux qui ont pensé que les plats sassanides avaient des coques doubles. Certains historiens d'art jusqu'aux années 80 et les faussaires qui lisaient les historiens d'art et qui donc ont fait des plats à coque double, comme faisaient les Romains. Sauf que maintenant, on sait que les plats authentiques, les seuls plats à coque double sont des plats post-sassanides. Les plats authentiques n'ont pas de coque double. C'est lourd, ça fait 2,5 kg. Je peux dire, je l'ai tenu en main. Ce n'est pas quelque chose qu'on met facilement sur sa table. Donc, de manière extrêmement subtile, beaucoup de pièces, de détails, notamment dans les corps, ont été exécutés à froid par martelage et insérés dans la coque. Alors, il faut vous rendre compte tout de même de la prouesse technique. Quand la coque est simple, quand la coque est double, bon, on peut toujours mettre les pattes entre les deux épaisseurs. Quand la coque est simple, il faut faire une incision en V dans laquelle vous allez insérer et alors, assez souvent, sur les plats sassanides qu'on a, c'est tombé, ça s'est détaché. Là, absolument pas. Absolument pas. Les sutures sont parfaites. C'est une prouesse technique. Bon. Alors, cette technique des pièces insérées, elle apparaît parfois dans l'argenterie romaine à partir du IIIe siècle, mais elle est surtout très caractéristique de l'argenterie sassanide jusqu'au Ve siècle, après quoi le procédé est abandonné. Alors, le sujet.
Là aussi, c'est quand même très curieux pour un objet qui avait été acquis depuis 60 ans et qui était à Athènes. Personne n'avait jamais proposé une identification du sujet, alors que la simple consultation d'un dictionnaire de mythologie et de quelques ouvrages sur l'art romain montre qu'évidemment, c'est les trois grâces. Les trois grâces qui sont dans certaines versions des filles de Héra, ou alors des filles adoptives de Héra. Les trois grâces, ce sont trois sœurs qui sont des symboles de la séduction et de la fécondité. C'est très érotisé, le thème des trois grâces. D'ailleurs, il est illustré dans l'art de la Renaissance, y compris jusqu'à Rubens. Bien. Alors, vous avez donc les trois sœurs, et l'une d'elles, la plus jeune, Pasiphae, est en train de se marier. Donc, elle arrange son voile, vous voyez. Et sa sœur Aglaé, qui elle est mariée déjà, certains disent à Héphaïstos, fait un geste de bénédiction. Voilà, elles échangent des regards. Bon, la sœur mariée prépare sa sœur au mariage. Et ici, pensive sur la paume de sa main, c'est la sœur célibataire qui donc regarde avec une certaine envie le sort de ses sœurs qui ont trouvé un mari. Alors son nom est un peu instable dans les sources. Alors, en bas, réapparaît la même Pasiphae en jeune mariée sur sa couche dans la chambre nuptiale, dont le toit est en fait symbolisé, le plafond est symbolisé par cette ligne ici, et un petit amour avec une torche et des ailes court vers elle. Alors en fait, c'est son mari, Hypnos, le dieu du sommeil. C'est pas de très bon augure pour la nuit de noces, mais bon, c'est Hypnos qui parfois est représenté comme un petit amour et parfois comme un jeune homme. Bien. Alors, ça illustre le mariage de Pasiphae et d'Hypnos, et certains détails du plat trouvent un commentaire parfait tout simplement dans Homère. Iliade, chant 14, 233, 241. Héra a besoin des services d'Hypnos, parce qu'elle a besoin de faire endormir Zeus. Alors une fois, elle a utilisé Hypnos pour endormir Zeus, pour assouvir sa jalousie, et puis une autre fois, là, la cause est plus noble, on a besoin d'endormir Zeus pour qu'il ne s'oppose pas à ce que Héra demande l'aide de Poséidon pour aider les Grecs. Donc il faut endormir Zeus. Donc elle convoque Hypnos. Hypnos, roi de tous les dieux, roi de tous les hommes, tu as déjà prêté l'oreille à ma voix. 7 fois encore, entends-moi et je t'en saurai gré chaque jour à venir. Je t'en supplie, endors sous ses sourcils les yeux brillants de Zeus, dès que je serai étendu amoureusement dans ses bras. Je te donnerai en échange un présent, un beau siège indestructible en or. C'est mon fils Héphaïstos le boiteux qui le fabriquera et l'ouvrera lui-même. Au-dessous, il mettra un appui pour tes pieds, et tu pourras y poser tes pieds luisants pendant les festins. Alors, réponse d'Hypnos. Hypnos a grande joie et lui dit en réponse « Jure de me donner une des grâces, pasité, qu'aussi bien je désire et depuis toujours. » Il dit, et Héra, la déesse aux bras blancs, n'a garde de dire non. Alors, vous voyez, le siège, le trône fabriqué par Héphaïstos sur l'ordre de Héra. Héphaïstos qui est plus ou moins l'un des maris d'Aglaé. Bon. Le trône, magnifique, et le tabouret pour poser les pieds. Donc c'est l'illustration exacte du passage d'Homère. Et voilà Hypnos. Alors ce récit a été exploité dans l'Antiquité, dans la littérature antique, comme, disons, le modèle de l'union conjugale. Voilà.
Sénèque, par exemple, en parle beaucoup. Donc le thème était dans l'air. Alors, donc voilà, elles s'appellent aussi les carites. Donc, les carites, donc charisme, elles ont un pouvoir un peu magique. Donc, elles sont identifiées ici, Pacité, Aglaé. Celle-là, on a mis un point d'interrogation parce qu'elle a des noms différents selon les sources. Donc, certainement, l'artiste qui a fait cette œuvre, ou le modèle, lui donnait un nom, mais on ne sait pas lequel des noms il lui donnait. Et donc, ici, à nouveau, Pacité et Hypnos. Alors, le thème des trois grâces est illustré à diverses reprises et il a une certaine notoriété à l'époque de Caligula, donc vers 40 après Jésus-Christ. Vous verrez, on suppose que le modèle de notre plat, en fait, vient d'Alexandrie. Et Caligula, bon, ce n'est pas une monnaie frappée à Alexandrie, mais Caligula a des liens étroits avec Alexandrie. Il est l'arrière-petit-fils de Marc-Antoine. Et il a représenté ici les trois grâces, mais avec les noms de ses sœurs. Voilà. Alors, ses sœurs, qui semble-t-il, étaient pour lui un peu plus que ses sœurs. Les trois grâces demi-nues. Et voilà Hypnos, avec sa torche, voilà, qui se précipite dans la chambre nuptiale. Alors, on suppose qu'au moment de l'union, il va perdre sa forme de petit garçon et qu'il va prendre une forme de jeune homme. Bien. Alors, plusieurs détails. J'ai parlé de modèles alexandrins possibles. Plusieurs détails le suggèrent, notamment la coiffure. Ici, ce sont des statues d'Isis, statues d'époque romaine, et on a en haut de la tête d'Isis la version stylisée du disque solaire avec des plumes qui sont aussi la réminiscence des cornes, parce que c'est Isis Hathor, déesse qui a la forme de la vache. Et voilà, la coiffure surtout voilà, la coiffure de Pacité et d'Aglaé, dont, je vous rappelle, sont les deux seuls mariés, donc ils n'ont pas la même coiffure que leurs sœurs célibataires. Il y a un signe qui montre le mariage, est une transposition de la coiffure d'Isis. Or, Isis est aussi la déesse du mariage. Les dames romaines avaient une statuette d'Isis dans leur chambre. Donc, alors, avec un raisonnement... Alors voilà, oui, l'arrangement du voile de la mariée, bon, c'est la célèbre peinture trouvée à Rome, les Noces aldobrandines, où il y a d'ailleurs diverses interprétations quant à l'identité de la jeune femme. Elle a un voile qu'une autre fille lui arrange. Donc, c'est ce qu'on a ici. Bien. Ankadhan, avec divers arguments, pense que le modèle ultime serait venu d'Alexandrie. Et peut-être, ça tournerait autour de l'époque de Cléopâtre, vers 40-30 avant Jésus-Christ. Ce qui est quand même intéressant à rappeler, c'est que où est-ce que Cléopâtre a essayé d'exfiltrer son fils Césarion pour qu'il échappe aux griffes d'Octave, quand Octave prenait Alexandrie? Elle l'a mis dans un bateau pour l'Inde. Et elle ne l'avait certainement pas envoyé les mains vides. Ceci dit, il n'a pas pu monter dans le bateau, son précepteur l'a trahi en lui faisant croire qu'Octave n'avait rien contre lui, et puis on l'a fait assassiner. Mais ça montre que, à l'époque de Cléopâtre, c'était évidemment aussi avant et aussi après, mais à l'époque de Cléopâtre, il y a des liens directs entre la cour d'Alexandrie et les ports indiens. Et alors là, donc, je vais être amené à... On revient à quelque chose dont j'ai été
amené précédemment à parler, c'est les textes qui nous parlent d'importation d'argenterie et de vaisselle d'or précieuse dans les ports de la côte indienne soumise au royaume Indo-Parthe, Barbaricum et Barigaza, le texte du périple de la mer Érythrée, où on voit que les princes locaux récupèrent en tribut des vases d'or, de la vaisselle, des vases précieux d'argent. C'est, disons, voilà, c'est un scénario possible, et même, à mon avis, probable, pour l'arrivée d'un modèle qui devait être d'une qualité exceptionnelle, si on en juge par sa transposition locale, et qui a pu arriver sur la côte indienne à toute période entre le 1er siècle avant et le 3e siècle après. Voilà, on va continuer la semaine prochaine sur ce plat et ensuite développer sur la question donc des productions d'argenterie bactrienne à partir de cette époque. Je vous remercie.